canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez regarder cette nouvelle émission, cette seconde partie d'une conversation qui avait commencé il y a quelques jours avec David Dion. Pourquoi ? Parce que déjà j'en ai envie, c'est très égoïste, mais c'est comme ça quand on anime une chaîne. Et puis deuxièmement parce qu'il y a un film qui est là, qui existe, qui s'appelle Ne me guéris jamais, qui pour l'instant, il n'y a pas vraiment de date de sortie, mais sait-on jamais, en tout cas, notre conversation restera et c'est le plus important. Donc là, la première partie était un peu, on a fait pas mal de digressions, on a parlé de beaucoup de choses ici et là, et puis la seconde partie, on va parler vraiment à l'intérieur du film, par le biais de quelques, pas séquences, mais plutôt des captures d'écran, de moments comme ça dans le film qui, non pas pour moi, sont les plus importants, mais je me dis, tiens, j'aimerais bien en discuter avec l'auteur. Et comme l'auteur me donne l'autorisation de le faire, donc tout va bien. Bon, première question très simple, depuis notre conversation, tout va bien, j'espère. Ça va, et on a le site de Dérive est de nouveau en ligne, donc voilà. Et donc j'ai mis en avant Posthume de Hassan Salab par rapport à ce qui se passe à Gaza, voilà. Hassan Salab que je rate. Oui, pardon, excuse-moi, je t'en prie. Non. Et ben donc je suis content de pouvoir continuer la discussion avec toi. Hassan Salab qu'on salue et qui est cinéaste libanais. Voilà, ça, je referme cette parenthèse. Effectivement. Donc, écoute, voilà la première image que je voulais te montrer. Elle est très simple et elle ouvre d'emblée ton film, c'est celle-là. Moi, j'ai été assez, non pas étonné, parce que je connais un peu ton cinéma, mais rassuré, en fait, c'est ça, peut-être le mot, rassuré, soulagé, de voir dès le début du film ce qui pourrait être, ce qui pourrait nous donner un peu une espèce de guide comme ça pour le reste à venir, et à savoir cette caméra, à savoir cette personne qui regarde une autre personne, donc cette caméra, toi, et puis cette ladite personne qui met du temps, on attend qu'elle dise quelque chose, on a toujours cette attente-là, peut-être qu'il y a la télévision, je n'en sais rien, la vitesse, l'exécution de la télévision, et en fait, elle dit des choses, elle ne les dit pas ouvertement, mais en tout cas, ça se voit sur elle, et c'est ce moment-là où il y a quelque chose comme ça qui est suspendu, et que je trouve peut-être beau parce que vrai, peut-être, ou vrai parce que beau, j'en sais rien. Mais je voulais comme ça dire cette image-là, déjà, d'emblée, me questionne beaucoup, et ça fonctionne en moi, en tout cas, cette image-là. Du coup, c'est Wahib, c'est tourné chez lui, et je suis derrière la caméra, et c'est la nuit, et je lui demande de façon assez maladroite s'il peut me décrire le moment où il a traversé la Méditerranée, parce qu'il est marocain et il est venu en France sans papier, et il veut pas me répondre. Et donc c'est le silence qui et il se détourne. Et c'est sûr que c'est un plan qui dit beaucoup de choses, et que ce silence dit beaucoup de choses, que le regard dit beaucoup de choses. Et pendant longtemps, je l'avais évacué du montage parce que ça me renvoyait une image de celui qui était derrière la caméra, donc moi, très impudique, et j'étais pas à l'aise avec la manière dont j'insistais comme ça. Et en fait, ce plan a une force de par sa non-réponse, et le film débute avec ce plan. Est-ce que toi, quand tu te dis à ce moment-là, je vais placer la caméra, enfin, je vais me placer là, donc je fais corps avec la caméra, pardon. Est-ce que tu as déjà une idée que la question que tu vas lui poser peut donner ça? Est-ce que déjà tu es en confiance avec toi-même par rapport à cette question que tu vas lui poser?
Je suis dans une recherche et un questionnement, donc je sais que je cherche des choses qui sont de l'ordre de l'intime, du vécu, et je cherche à ce que par la parole, il y ait des images qui puissent venir qui puissent venir de la parole et donc à décrire des choses. Comme je suis derrière la caméra, il y a un jeu aussi entre. J'essaye de faire la netteté. Donc il y a le plan, il commence, il est flou. Et puis à un moment, j'arrive à faire la netteté. Enfin, c'est fragile. Je suis seul devant lui. Il y a un ami, Bertrand Larieux, qui fait le son, qui l'enregistre. Et je sais que Wahib a une forme de pudeur. Et donc, je sais que je vais essayer de quand même insister pour qu'une image se crée. Ouais. Mais on est amis avec Wahib. Du coup, c'est un dialogue. C'est un dialogue. Et ça se fait dans la confiance, ouais. J'allais rebondir, mais je pense qu'il y a une autre image qui va me permettre de rebondir à ce moment-là, mais c'est pas celle qui vient après, c'est une autre. La deuxième image, c'est celle-là. Alors j'ai choisi, enfin, les images que je vais te montrer sont, comment dire, elles sont montrées chronologiquement par rapport au film. Hein. C'est pas dans le désordre, donc je vais la montrer de nouveau pour. Ce sont comme ça des moments qui m'interpellent. Encore une fois de plus, c'est pas parce que je trouve que ça me donne comment dire, des indices qui me fait dire qui me font dire pardon que ce plan est merveilleux. C'est pas de ça dont c'est vraiment tiens, il y a quelque chose là qui m'interpelle et qui me renvoie aussi certainement à un peu peut-être le cinéma qui m'intéresse de par son expérimentation. J'aime bien enfin, je trouve que c'est intéressant le fait après quand on connaît pas très bien le personnage, finalement c'est logique. Mais ce rapport aux mains, ce rapport à la chose, ce rapport aux objets, se toucher les objets, les sentir, donc revenir encore une fois de plus à quelque chose d'originel, d'une nécessité. Et c'est ça, c'est ce rapport cette espèce de contact avec les objets. Là, pour le coup, ce sont des pommes de terre, si je me trompe pas. Donc, il y a quelque chose de très, très fort, très, pas pur, mais très simple, très sain aussi. Simple et sain. C'est vrai que le cinéma que je travaille se fait avec des très petites économies et avec une économie aussi de moyens. Et il y a quelque chose de la décroissance dans la manière dont j'aborde le tournage, où finalement, mais c'était comme La Nuit et l'Enfant à Djelfa. On faisait l'éclairage avec des lampes de poche achetées au magasin du coin. On bricolait des faux fusils. Enfin, tout était de l'ordre du bricolage. Et donc, tout est accessible et tout se fait avec peu. Et dans ce peu, il y a une raréfaction, une forme d'épure. Et du coup, les choses peuvent apparaître avec d'autant plus de présence. Et donc là, c'est le second personnage. On ne sait pas encore, c'est un peu mystérieux. On a entendu avant une voix électronique. On a vu une silhouette et on voit ses mains qui sont très agiles dans la manière dont il touche les patates, dont il les pèle. Et on découvre après, très rapidement il le dit, qu'il est non-voyant. Et donc la manière dont ses mains donnent le rapport au monde qui l'entoure et m'avait étonné.
la manière dont il touche ses patates, en fait, c'est que il doit les toucher pour se représenter leur forme, pour après, quand il les pèle, pouvoir les peler, en fait. Comme il n'y a pas les yeux qui vont l'aider à voir la forme. Du coup, c'est ses mains. C'est vraiment ses mains qui sont qui lui permettent de représenter l'espace. Et les mains sont un motif qui revient plusieurs fois dans le film. Les mains, c'est les caresses, c'est les mains sur le visage, c'est Rosalie et Wade qui se prennent la main. Il y a plusieurs fois où les mains, où les mains sont filmées en gros plan, dans la manière dont elles permettent d'être en relation. C'est aussi le travail, comme disait notre ami Serge Danet. Les mains, c'est caractéristique. Enfin, en tout cas, c'est dans l'image, pas dans l'imaginaire, mais dans notre société, quand on filme les mains, très souvent on associe ça au travail. Il y a de cela aussi. C'est aussi encore notre ami Godard dans l'autoportrait qu'il avait fait où il montrait une monteuse et les mains des monteuses. C'était quelque chose de très simple en même temps. Est-ce qu'il y a de cela aussi, peut-être? Oui, c'est vrai. Il y avait l'envie de filmer les mains au travail, le geste. Et ça a été longtemps, ça a été compliqué pour moi parce que quand j'avais réalisé La Nuit et l'Enfant à Djelfa, les amis avec qui on faisait le film, en même temps, il y en avait un qui travaillait le fer, l'autre qui était maraîcher. Enfin, ils étaient les gestes étaient partout dans leur quotidien. Et c'est vrai qu'à Marseille, parce que je fais souvent les films avec les amis qui sont autour de moi, les gestes étaient moins présents. Parce que c'est vrai que qu'est-ce qui nous reste comme oui, il y a les artisans encore qui ont ces gestes de travail, quoi. Mais nous, dans notre quotidien, on s'est tapé sur des claviers. Mais est-ce que l'intelligence de nos mains, elle s'exprime chaque jour? Je sais pas. J'ai eu du mal à me dire quel geste je peux filmer dans le quotidien. Et avec Pierre, il y avait une forme d'évidence à filmer ses mains. Ouais. Je me permets cette question parce que tu l'évoques. Est-ce que par rapport à La Nuit et l'Enfant, qui est aussi un autre sublime film, est-ce qu'il y a de cela aussi, le fait que ça te manque, comme tu le disais, comment je pourrais dire ça? On a quand même cette sensation parfois quand on n'est pas forcément dans un endroit où on a l'habitude d'être, mais ailleurs dans une autre géographie, il faut en revenir à des choses beaucoup plus simples, à l'essentiel. Donc, comme tu dis, les mains, comment filmer ça, comment s'approcher, comment bricoler aussi, faire de l'artisanat, pour le coup, c'est beaucoup plus noble, je pense, que le mot bricoler, et encore que. Mais il y a de ça, il y a quelque chose comme si on cartographiait, comme si on pensait que c'était. Et est-ce que ça. Alors, après, le film que tu as fait, Ne me guérit jamais, il y a aussi une envie très forte de le faire, ce film, dans cette géographie même, pourquoi aussi. Mais est-ce que parfois tu pensais au tournage d'avant, enfin, celui de La Nuit et l'Enfant, et tu disais, il y a des choses peut-être qui me manquent? Oui, c'est sûr que pendant la nuit, pendant le tournage de La Nuit et l'Enfant, il y avait une nécessité pour les amis à faire le film, parce tu connais bien ce pays, mais on n'avait pas d'autorisation de tournage. Donc ça veut dire qu'on devait se cacher pour tourner, qu'on devait cacher le matériel quand on passait la douane. On voulait, dans les discussions, on voulait tourner à la Guilta, dans la steppe, qui était un endroit qui avait été déserté suite au passage des terroristes dans les années 90. Et on avait les amis avaient fait un faux fusil. Bon, aller à cet endroit, alors qu'entre Djelfa et cet endroit, il y avait, il y avait 4-5 barrages policiers. Si nous voyaient là, déjà, moi, avec mon passeport français, c'était bizarre. Et s'ils trouvaient ce fusil, on risquait
on risquait des choses. Je sais pas ce qui serait passé, mais en tout cas, c'est sûr que ça aurait été dangereux pour nous. Alors ça veut dire qu'avant chaque barrage, on sortait de la voiture, on contournait le barrage. Enfin, il y avait tout était compliqué. Tout était difficile à faire, mais en même temps, tout était nécessaire parce qu'il fallait le faire. Il y avait une soif d'exprimer quelque chose. C'est vrai que quand j'ai commencé à vouloir faire un film à Marseille, là où je vis, la question de retrouver la nécessité était beaucoup plus compliquée pour moi parce que on est entouré d'images. C'est beaucoup plus trouble politiquement. Où on peut agir, enfin, quelle est la position à avoir. Et puis manque de distance aussi, parce que quand tu filmes là où tu vis avec les gens qui sont autour de toi, pour trouver la bonne distance, c'est beaucoup plus compliqué. Et aussi que à Djelfa, il n'y a pas de cinéma. Et donc, la question du cinéma, c'est un jeu. C'est-à-dire que c'est ni un milieu, en tout cas, peut-être à Alger plus, mais en tout cas à Djelfa, le cinéma, c'est pas un milieu. C'est pas la question d'être professionnel ou pas. Enfin, c'était vraiment faire quelque chose ensemble. Bon, ben, à Marseille, le cinéma, c'est un milieu. C'est tout de suite la question de la diffusion, de l'économie, du rapport à d'autres personnes qui font des films dans cette ville, qui est beaucoup filmé. Du coup, qu'est-ce que j'ai le droit de filmer, qu'est-ce que j'ai pas le droit de filmer. Enfin, ça a été beaucoup plus compliqué pour moi, ouais. Non, c'est sûr. Beaucoup plus long le processus. Et c'est vrai que c'est quand j'ai rencontré Pierre, qui ne voyait pas, que ça s'est révélé beaucoup plus évident. C'est-à-dire que là, j'étais hors hors de ce que je connaissais, quoi. Ouais. Hors d'une habitude, et il y avait une altérité forte qui était possible. Tu parles de distance, je vais te montrer cette image. Alors là, pour le coup, je trouve que c'est l'un des moments les plus forts me concernant par rapport à ton film. C'est celle-là. En fait, c'est le moment où, si je me trompe pas, je peux me tromper, hein, j'en suis désolé d'apparemment, c'est toi qui, avec ta fille, enfin, qui parle à ta fille, qui montre comment. Je trouve que c'est juste extraordinaire, ce moment-là. C'est pour plein de raisons, mais je vais t'en donner une qui est peut-être un petit peu anecdotique, mais j'adore. Et là, pour le coup, je préfère dire, j'aime bien dire ça fonctionne en moi, mais là, je m'en fous, je dis j'adore. Quand le ou la cinéaste, alors on sait qu'il y a un mouvement sur du subjectif pendant tout le film, et c'est important. Mais quand on voit aussi cette propension du cinéaste à nous faire pénétrer, à nous intégrer comme ça, de manière fulgurante, hein, très peu de temps, dans quelque chose qui lui est très très personnel. Là, pour le coup, c'est le rapport entre le père et la fille, le père cinéaste et la fille qui regarde elle aussi, et le père qui montre un peu comment ça se passe, comment ça se crée, comment ça se constitue. Et ce moment-là qui est assez, je trouve ça magnifique. Le fait en plus de cela de montrer comment cette caméra peut aussi enregistrer le monde, comme dirait notre ami Dané. Et c'est pas une question, hein, je pose aucune question là-dessus, comme pour les précédentes images, mais c'est là pour le coup vraiment ce que j'ai ressenti, et je trouvais que ça tombait bien. Alors ça, donc il y a aussi le montage qui dit ça, mais ce moment-là qui dit beaucoup, qui dit beaucoup de choses, et je voulais te dire que ça m'a interpellé. Mais merci, oui. Et c'est vrai que c'est étonnant le parcours d'un film, mais ce plan n'était pas dans le montage. Et c'est filmé là où on vivait à Marseille. Et je montre une étape du montage à ma compagne Laura, et elle le voit et elle me dit ça serait bien que dans le film il y ait quand même un plan de comment on va quitter cet endroit.
ça serait bien qu'il y ait un plan de cet endroit où on habitait à Marseille, et que comme ça, que quand on voit, enfin, qu'il soit dans ce film et que ça soit une trace de ça. Et je me suis rappelé de cette scène que j'avais tournée et qu'au montage on avait évacué parce que comme c'est ma fille qui est derrière la caméra, et ben on n'est pas dans des critères de cadrage entre guillemets professionnel, ou en tout cas de beau cadrage. C'est pas ça la question. Et du coup, et c'est là où je me dis, c'est quand même compliqué cette histoire de liberté qu'on s'offre quand on fait un film. C'est que moi, les gens avec qui je montais, on s'était dit, c'est trop fragile pour, pour être dans le film, quoi. Et en fait, c'est très fort parce qu'il faut qu'il y ait des fragilités. Il faut sortir de ce cadre trop ferme, et que c'est important qu'effectivement qu'on comprenne que ça soit ma fille, qu'il y a ce film en train de se faire, et que ce film est lié à la vie qui est en train d'être vécue aussi. C'est pas autre chose. Et donc, je suis content que tu montres cette image, parce que c'est pour le coup, c'est d'une simplicité enfantine, mais et finalement, ça trouve sa place. D'ailleurs, tu as travaillé sur l'œuvre de Robert Kramer. Je crois même que tu en as fait je me trompe toujours sur les termes et je m'en excuse, mais en tout cas, c'est un mémoire, c'est bien ça. Voilà, c'est thèse, on peut dire thèse. Ouais, voilà. Et Ouais. tu m'as envoyé ce que tu appelles la conclusion. Et effectivement, dans la conclusion, tu parles de ça, de ce moment où, voilà, il faut que tu enregistres ce lieu-là qui est important. C'est ce que tu disais. Donc, il y a de cela. Quatrième image, beaucoup plus loin dans le film, c'est celle-là. Alors ça, c'est Rosalie. Je vais la montrer de nouveau parce que, en fait, là, elle chante. Et le film, je trouve que c'est ça aussi, le film. Et tu en parles dès le début dans l'émission, même dans la précédente émission, on parlait beaucoup de la parole, la nécessité de la parole et tout. Ben, je trouve qu'il y a aussi une forme d'émergence de la parole, et que le film, on est teinté. C'est pas une parole continue, mais quand elle est là, il y a une forme d'émergence comme ça, et elle peut aussi effectivement se traduire par différents aspects. Là, le chant, pour le coup, le chant, ou alors le cri à un moment vers la fin. Je vais te montrer d'ailleurs une image en l'occurrence qui parle de ça aussi. Cette émergence de la parole, il y a beaucoup de cinéastes qui l'ont questionné, qui l'ont filmé. Et c'est là, pour le coup, c'est vraiment une question de cuisine interne. Et j'en suis désolé, mais je suis très curieux. Comment filmer ça, cette émergence de la parole? Ben, là, par rapport à l'image que tu montres, avant que je connaisse Rosalie, c'était, il y avait le désir d'enregistrer une femme qui chante, et qui est qui étudiait le chant lyrique et qui chantait. Et je trouvais qu'il y avait une puissance qui se dégageait de sa voix, et j'avais envie de retrouver ça. Donc j'ai demandé à un ami s'il connaissait une étudiante en chant lyrique, et il m'a présenté Rosalie. Et je trouve que il y a une force qui se dégage de son chant, et que c'est effectivement dans la parole, c'est le sens des mots. Mais quand on est dans ce chant, et là notamment l'image que tu montres, c'est qu'elle s'échauffe la voix, donc c'est des vocalises. On est surpris par ce que peut un corps, comment un corps peut sortir ces sons-là, et que le corps a une puissance. Et c'est vrai que ça va avec le plan des mains finalement, où c'est filmer des gestes,
mais c'est aussi un corps, la puissance qu'il peut y avoir de faire émerger un son d'un corps et de manière sans avoir besoin d'un instrument ou d'autre chose, juste le corps, le souffle. Et, et, et l'émergence de la parole aussi, ce que je peux dire, c'est que la manière dont finalement, La Nuit l'Enfant, j'avais travaillé de la même manière. C'est-à-dire que c'est au moment du tournage que la parole émerge. C'est pas préécrit. Donc ça veut dire que la caméra enregistre des personnes qui sont en train de penser et qui sont en train de faire émerger une parole. Et la question, c'est quel type de parole et comment créer les conditions pour que cette parole puisse advenir. Donc ça, c'est ce qui se passe avant. Du coup, ça veut dire on est dans des relations, on se connaît. Ça veut dire que c'est filmé dans tel type de lieu, avec telle personne, et qu'avant on a parlé de choses qu'on allait aborder dans cette scène-là. Des fois, c'est comme les plans qui sont tournés où on voit Wahib et Rosalie qui sont en silhouette et derrière il y a des goélands qui volent. Ça, c'est tourné sur l'île du Frioul, et pour y aller, il faut prendre le bateau, faut marcher. La lumière tombe, du coup, il y a une forme d'urgence à tourner le plan. Enfin, il y a tout ce qui participe aussi de l'émergence de la parole, qui est aussi les efforts physiques qu'il y a eu avant, la fatigue. Il y a beaucoup de choses qui... C'est pas je pose ma caméra et la parole advient. Non, mais jamais je me serais. Non, mais tu sais bien que. C'est très drôle ce que tu dis, parce que je me souviens d'une conversation avec notre ami, pour le coup, mais là vraiment c'est un ami, c'est pas un ami, c'est Hassan Ferhani, qui me disait non mais on m'a souvent reproché que je posais la caméra comme ça, que j'ai laissé le réel habiter. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Voilà. Mais tiens, par rapport à ça, la dernière image que j'aimerais te montrer, et je te remercie d'ailleurs de te prêter au jeu, parce qu'il faut savoir que tu n'étais pas au courant. C'était quelques minutes avant qu'on commence, donc merci beaucoup, parce que c'est pas si évident. C'est cette image-là qui est pratiquement la fin du film. Voilà, je vais remontrer de nouveau, bien évidemment. Alors aujourd'hui, il faut pas spoiler, hein, donc ne vous inquiétez pas, je ne spoile rien. Mais comment parler d'un film si on spoil pas? Enfin, allez, c'est notre émission qu'on fera, j'espère un jour. Mais non. Est-ce que dans ce film, en l'occurrence, il y a eu des moments, parce que ça fait 28 minutes que tu nous parles aussi de ton rapport à ces trois personnes que tu connais, donc Wahib, Pierre et Rosalie. Est-ce qu'il y a des moments dans ce film, et donc aussi sur le tournage, ce qui va donner au film, des moments où tu les perds, c'est-à-dire que emmêmes se sont réappropriés le film suffisamment pour que tu leur fasses confiance, ils emmènent le film et toi tu les suis, et en l'occurrence je pense à cette image-là. Est-ce qu'il y a eu cela à un moment? Oui, non, c'est sûr que c'est que, par exemple là, pour raconter le contexte du tournage, et finalement c'est la fin du film, mais ce qui est drôle, c'est que c'était la première semaine de tournage. On était pendant le confinement, et à Marseille, il y avait comme une ville qui était en état de siège. Enfin, on pouvait plus sortir. Et je m'étais dit bon, on va sortir de la ville. On va aller dans un endroit que je connais bien, qui est en fait pas très loin de là où j'habite aujourd'hui, qui est le Vercors. Mais dans le film, on sait pas du tout que c'est ça. Et c'est bien là où il y a eu la fameuse
un groupe de résistants pendant l'occupation. Oui, Pendant le maquis, ouais, le maquis de Vercors. ouais, dans les grottes, il y a beaucoup de grottes dans le Vercors. Ouais. Donc, c'est un endroit où il y a beaucoup de résistants. Et donc on y va avec l'ingénieur du son et Wahib, on y va à 3. Et donc on passe quelques jours ensemble. Et là, il y a l'envie de se faire dépasser par les éléments, par ce qui peut advenir. Et dans ces scènes de fin, ce qui est advenu, c'est la question du vent. On s'est tourné dans on portait le matériel. Il y avait heureusement mes 2 frères qui m'aidaient à porter le matériel, mais c'est-à-dire que, je sais pas, il y avait plusieurs heures de marche pour arriver à ces endroits-là. Donc on était complètement KO. Wahib était complètement KO. Et il y avait un vent terrible. Et donc, à un moment, effectivement, moi, je suis dépassé, mais Wahib aussi est dépassé. On est tous dépassés, mais en même temps, il y a une énergie dingue qu'on ressent à ce moment-là. Et donc là, la question, c'est de comment comment enregistrer ça. Et donc, c'est-à-dire que c'est pas prévu à l'avance. On peut pas prévoir qu'il va y avoir comme ça une forme de tempête. Et donc, et donc Wahib, effectivement, il est euphorique aussi par ces éléments. Et donc, il y a cette scène et ce qu'il dit, il l'improvise. Ouais. Et en plus, c'est une scène qui est dite en arabe, et donc je la comprends pas. That's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.